Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est à nouveau avec vous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Sarah Garcia, chargée des projets chez Optoise. La semaine dernière, on a été coupé pour une mauvaise connexion et comme promis, on est de retour. Virginie Clam et moi. Euh, voilà, on a décidé au final de refaire l'intégralité de la session, même si la première partie pour certains allait fonctionner. Voilà, donc on est de nouveau ici. Comme chaque semaine, nous vous proposons des lives pour mieux vous accompagner dans votre vie des parents et aussi pour vous donner des bien concrets. Aujourd'hui, donc, on va explorer ensemble la gestion des émotions chez l'enfant. Comme vous savez, c'est un apprentissage clé chez l'enfant qui permet de comprendre, aussi d'accepter mieux ses expériences émotionnelles pour ensuite élaborer des bonnes stratégies, s'adapter mieux à son environnement. Donc, c'est un apprentissage très important qu'on va faire dès la main grâce à Virginie Clam, qui est à côté, enseignante spécialisée depuis plus de 10 ans. Elle enseigne à la fois dans une école internationale renommée en Suisse et à la fois libérale dans sa fondation qu'avait créée en 2015, qui s'appelle Teddy School. Et elle est également formatrice. Elle intervient dans différentes écoles, notamment à Genève, mais c'est également à la Haute École pédagogique de Fribourg pour les enseignants spécialisés. Et aussi, elle a beaucoup d'expérience, il faut le dire, à la maison avec ses 3 enfants, n'est-ce pas, Virginie? Bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui, il y a pas mal d'expérience à la maison avec 3 enfants de 18, 13 et 11 ans, et puis 2 qui sont atypiques, dont un enfant, le petit dernier, voilà, le dernier qui est autiste et dysgraphique. Et puis, ils ont un papa qui est TDAH sévère. Alors, la gestion des émotions, c'est comme je disais, hein, sur la première émission, du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelques heures de repos quand même, hein, la nuit. Sinon, on ne tiendrait pas, mais sinon, voilà. Super. Donc, du coup, comme on avait convenu, on va faire deux parties. Une première partie dans laquelle vous allez un peu poser le cadre théorique, quelques 5 slides pour vraiment avoir toute la partie théorique. Et après, la deuxième partie, bon, c'est pas du direct, mais on a récolté toutes vos questions que vous avez laissées avec plus de 450 commentaires. Donc, on a fait les tris, malheureusement, on a dû choisir et on va essayer on a fait les choix les plus représentatives et les plus récurrentes. Et donc, du coup, Virginie va essayer de répondre au maximum des questions et pour vous donner les réponses. Donc, on va commencer. Donc, bonne session à Bon, alors, voilà, super. Merci beaucoup, Sarah, pour la gestion de toute cette mise en page, de toute cette, voilà, ce visuel. Alors, on parle de la gestion des émotions. C'est un petit peu le titre de ce Facebook Live. Alors, on va commencer par poser le cadre et, avec ça, s'interroger sur une émotion. Qu'est-ce que c'est? Donc, une émotion, par définition, c'est des réactions physiologiques face à des stimuli. Qu'est-ce qu'on entend par réaction physiologique? On entend des réactions de notre corps. Le cœur qui bat plus vite, avoir un petit coup de chaud, le rire, voilà, c'est des choses qui viennent tout seules. Face à des stimuli, ce sont des événements qui sont externes. Ça peut être aussi des stimuli internes. On le verra un peu plus tard sur un autre slide. Ensuite, quand on parle de régulation ou de gestion des émotions, ça concerne la capacité, en fait, à mettre en œuvre des stratégies cognitives. Ce mot cognitive, il est important. Je vais l'expliquer juste après. Et ces stratégies cognitives, elles vont nous servir à quoi? À maintenir, à augmenter ou à diminuer des réponses émotionnelles qui vont souvent avec des réponses comportementales. Cognitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire lié à la pensée, lié au cerveau, à nos capacités de raisonnement. On verra dans un des derniers slides que j'ai fabriqué pour vous pourquoi est-ce que c'est lié au raisonnement et à la pensée. Une autre chose importante, c'est qu'une émotion, c'est un processus rapide. Quand on dit rapide, c'est de l'ordre de quelques microsecondes, millisecondes, et c'est focalisé sur un événement.
On va parler de l'événement juste après. Et donc, l'émotion est un processus qui est construit en 2 temps. Tout d'abord, on a le déclenchement de l'émotion, on va vraiment aborder aussi, et dans un deuxième temps, le façonnement de la réponse émotionnelle. Et c'est sur ce façonnement de la réponse émotionnelle qu'on évolue naturellement de manière innée quand on est neurotypique et qu'on va aider les enfants qui ont des besoins spécifiques d'apprentissage. Donc voilà pour cette diapo. Merci, merci Sarah. Voilà, donc parlons maintenant du déclenchement. Le déclenchement de l'émotion, c'est donc cette première étape. On a dit déclenchement, façonnement de la réponse. Alors, il faut savoir qu'une émotion a toujours un objet. Une émotion, elle n'est pas là pour rien. Donc, cet objet peut être très, très divers, très varié. On va voir pourquoi. Parce qu'il peut dépendre de choses externes, mais aussi de choses internes. Et puis, particulièrement aussi d'un lien bien spécifique. Mais on va commencer déjà par dire une chose importante, par dire que l'objet, il va déclencher l'émotion quand il est identifié comme majeur. C'est-à-dire, parmi tous les stimuli que j'ai autour de moi, toutes les informations, il y a une information spécifique qui, elle, va être considérée par moi comme étant majeure. Et c'est là que je peux avoir le déclenchement de l'émotion. Je vais donner un exemple. Si je suis quelqu'un qui a très peur des orages, voilà, je suis un enfant, ça vient, même si je suis en train de faire quelque chose de très agréable, que je joue avec mes amis ou ma maman, papa, il y a plein d'informations positives autour de moi. J'ai mes jeux, j'ai mon papa, j'ai ma maman, mais il y a un autre objet, celui orage, l'objet orage, va devenir l'objet majeur, voilà, et c'est lui, même dans le contexte où je suis, qui va du coup déclencher mon émotion parce que je l'aurai identifié comme majeur. Donc, dans cet exemple, on comprend bien que l'évaluation de l'objet, elle dépend de facteurs externes, le contexte où je suis, la maison, l'école, la salle de rééducation avec l'orthophoniste, par exemple, les personnes en présence, c'est aussi un contexte, les personnes en présence, ce qu'on me demande de faire aussi dans ce contexte, bien sûr. Ça dépend de facteurs internes, mes motivations, mes buts. Je vais illustrer ça avec un autre exemple. Prenons un enfant qui, comme facteur interne, il est motivé, sa motivation, c'est de voir papy ou mamie. C'est sa motivation, c'est un facteur interne. Mais il y a effectivement une impossibilité de voir papy ou mamie à cause du confinement. On vient juste d'en sortir. Donc, c'est ce facteur interne, c'est cette motivation qui va déclencher l'émotion, liée bien sûr au facteur externe du contexte. Je ne peux pas sortir parce que c'est le confinement. Voilà. Mais il y avait une motivation au départ qui a déclenché l'émotion, peut-être de la tristesse ou de la colère parce que je n'ai pas pu voir papy ou mamie. Donc, vous voyez qu'il y a un lien dans l'évaluation de l'objet entre le cognitif, qu'est-ce que je pense, mon raisonnement, ma mémoire, etc., ma réflexion, l'affectif et puis le primitif. J'ai parlé tout à l'heure des orages. Qui pouvaient faire peur aux enfants, par exemple. Le primitif, c'est vraiment cette partie de notre cerveau dans laquelle on va retrouver l'amygdale, qui est un noyau pair, en fait, il y en a 2 dans chaque hémisphère. Cette amygdale qui est le siège de la gestion des émotions, particulièrement, on en entend beaucoup parler dans le fameux fight or flight. C'est tout de suite se battre ou fuir. C'est-à-dire ce fameux fight or flight qui est fuir ou combattre. Et là, c'est notre amygdale qui est en fonction devant quelque chose qui pourrait paraître, qui nous semble dangereux et qui va d'un seul coup faire en sorte que notre cerveau sécrète des hormones et des neurohormones, par exemple l'adrénaline, notre cœur s'accélère et soit on est prêt au combat, soit on est prêt à fuir. Donc, vous voyez à quel point le primitif, c'est aussi vraiment toute la partie, le système limbique, voilà, qui est moins hors de. Pour le coup, ça, on ne peut pas vraiment avoir d'impact dessus. J'ai cité Sanders, Grandjean et Scherer qui ont fait une étude
Ah, donc, on va passer à la deuxième partie, le façonnement de la réponse. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un petit schéma parce que ça parle plus pour certaines personnes. Alors, face à un événement déclencheur qu'on considère comme le stimulus, qui est en haut, en orange, du coup, je vais être à l'inverse de vous, mais bon, on va jusqu'en bas. Direct, on a une flèche qui va à la réponse émotionnelle, déclenchement de la réponse émotionnelle. OK? Donc, entre ces deux, il y a la bulle d'autorégulation qui est quelque chose qui va se construire, qui va se construire par différentes variables au fur et à mesure qu'on grandit. C'est-à-dire que quand on est, il y a juste un événement déclencheur et la réponse émotionnelle. J'ai faim, je crie, je pleure parce que je veux mon biberon, par exemple. Puis au fur et à mesure qu'on grandit, l'autorégulation se met en place. Alors, c'est important de savoir que la gestion, la régulation des émotions fait partie des fonctions exécutives et que les fonctions exécutives, elles se développent jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors, et bien sûr qu'après aussi, on continue à autoréguler ses émotions, mais au niveau de la maturation cérébrale. Voilà, ça c'est important de le savoir. Une deuxième chose qui est importante à savoir, c'est que oui, il y a des âges clés, mais souvent la question est à partir de quel âge je peux faire ça comme travail d'émotion chez mon enfant ou à partir de quel âge je suis censée attendre ça de la part de mon enfant. Euh, Ce n'est pas une question d'âge réellement, même si oui, on fait des catégories. Il faut rester un petit peu flexible sur ça et il faut partir surtout du principe que ça dépend du niveau de l'enfant, où il en est. Voilà. À partir de 2 ans et demi jusqu'à l'âge de 5 ans, il commence à reconnaître un petit peu ses émotions, à les reconnaître un petit peu chez l'autre. Mais c'est très variable, ça dépend de l'individu et ça dépend aussi de comment il a pu nourrir cette bulle d'autorégulation, comment il a pu la rendre de plus en plus riche en stratégie, j'ai envie de dire. Alors, on va commencer à regarder. J'ai mis quelques variables autour de cette bulle. Ça n'est pas une liste exhaustive. Elles ne sont pas que là, celles qui sont écrites. Il y a bien d'autres choses encore qui rentrent dans l'autorégulation des émotions. Mais tout d'abord, je voudrais parler de la reconnaissance des émotions, le ressenti, et faire le lien avec l'événement déclencheur. Je suis capable de ressentir mon cœur qui bat, j'ai chaud, je sais que là, je suis en stress, c'est l'angoisse. L'événement déclencheur, c'est qu'il y a, je ne sais pas, X ou Y personne qui vient d'arriver dans la pièce. C'est mon événement déclencheur. Quand j'en suis là, déjà, je suis bien équipée. J'ai déjà commencé à avoir de la clarté sur mes émotions, mes ressentis et l'événement en lien. Ensuite, on fait appel aussi à sa mémoire à long terme pour chercher les causes de ce ressenti, de ces émotions, les conséquences possibles, des événements qui se sont déjà produits, des émotions en lien avec ces situations déjà vécues, etc. Et toutes ces choses-là construisent de l'expérientiel, si je peux dire, permettent de, encore une fois, nourrir cette bulle d'autorégulation. Après, je construis ce qui s'appelle le discours interne. Le discours interne, c'est ce qu'on se dit à soi-même. Mais non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà. Et aller même dans le discours interne, chercher des stratégies, des outils qu'on va mettre en place. On verra d'ailleurs, c'est ça qu'on essaye d'enseigner aux enfants qui ont des besoins spécifiques, parce que tout cet apprentissage dont je vous parle, je fais une parenthèse, mais c'est important de comprendre que tout cet apprentissage dont je vous parle, il est à 90% implicite. C'est-à-dire qu'il se fait tout seul. C'est quelque chose d'inné. Et il y a 10% d'explicite parce que papa, maman m'expliquent que, ah oui, il ne faut pas dire ça, pas faire ça, ou que telle émotion peut aussi rendre mon petit frère ou ma petite sœur en colère ou triste, etc. Donc, ou tel comportement. Donc, mais pour les enfants neurotypiques, 90% de cette autorégulation, elle est implicite. Voilà. Pour les enfants neuroatypiques, pardon, pour les enfants neuroatypiques, ça va être le contraire. En tout cas, il va falloir les aider. Quand je dis le contraire, c'est pas 10% implicite et 90% explicite. Là, j'aurais pas un pourcentage à vous donner parce que ça va dépendre aussi de l'enfant. Mais il va falloir soutenir cet apprentissage. Il va falloir nourrir cette bulle d'autorégulation par des aides et des outils spécifiques. Donc, je reviens au discours interne, je ferme ma parenthèse. Le discours interne, c'est donc être capable d'avoir des outils de la pensée,
On verra qu'on ajoutera aussi des outils physiques et des outils sociaux. Et dans les outils de la pensée, ça va être, bon, je ne m'inquiète pas, tout va bien, je me rassure, respire fort. Ben ça, c'est un outil physique, par exemple, de respirer plus fort. OK? Et outils sociaux, ça pourrait être, oh, tu pourrais peut-être aller demander de l'aide à la maîtresse. Et là, je vais demander de l'aide à la maîtresse. Donc, le discours interne permet de faire vraiment le lien avec le cognitif et appel à des outils. On va aider, on va équiper l'enfant avec une boîte à outils. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a la prise en compte des émotions de l'autre et de son point de vue. Chez l'enfant, voilà, avec trouble du spectre autistique, la prise en compte des émotions de l'autre et de son point de vue n'est pas toujours évidente. On ne décrypte pas forcément les mimiques faciales d'une façon correcte. On ne comprend pas forcément les inférences, le second degré, les sous-entendus. Donc, voir vraiment comprendre l'émotion de l'autre et être capable d'entendre son point de vue, c'est un vrai travail, un travail qui doit être fait de manière explicite. Et puis, il y a aussi la projection de la décision avec action ou non-action. J'ai envie d'apporter telle réponse émotionnelle, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? En prenant en compte tous ces paramètres dont on a parlé avant, qui aident à construire effectivement si on va répondre ou pas répondre. Et cette capacité à projeter sa décision, c'est encore quelque chose qui va mûrir avec le temps et auquel on peut apporter un petit coup de boost pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Voilà, donc là, on en vient au concept de compétences émotionnelles. Les compétences émotionnelles, il y en a 8, on va les voir juste après, mais donc, ce sont quoi? Ce sont des aptitudes comportementales, qu'est-ce que je fais, voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire, mes actions, mes comportements, cognitives, ma capacité à penser, ma réflexion, ma mémoire, faire appel à ma mémoire, et régulatrice. Et toutes ces choses-là nous donnent l'émergence de ce qu'on appelle le fonctionnement affectif. Je parle d'émergence pourquoi? Une émergence, qu'est-ce que c'est? L'émergence, c'est quand on a plusieurs variables qui collaborent, qui co-construisent les unes avec les autres pour faire émerger une autre variable. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi 3 pour faire émerger le fonctionnement affectif. Donc, en ce qui concerne les variables de l'émergence du fonctionnement affectif sur le plan des facteurs individuels, 2 choses importantes. D'abord, il y a nos structures de développement cognitif, c'est-à-dire nos réseaux neuronaux. La neurodiversité, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire qu'on a tous un cerveau différent. Même s'il y a un socle commun, que nous sommes très proches en termes de fonctionnement cérébral les uns des autres, nous avons aussi nos particularités. Je pense spécifiquement ici aussi aux enfants, adolescents, adultes qui sont dans le spectre autistique, qui ont des particularités sensorielles, une perception sensorielle spécifique, en tout cas, on dit particularité. Je ne veux pas dire atypique parce que finalement, c'est leur façon de ressentir et ce n'est pas plus atypique que la nôtre. C'est différent. Donc, en tout cas, ça veut dire que nous ne fonctionnons pas tous de la même manière sur le plan neuronal. Et nos structures de développement, elles sont en lien aussi avec notre tempérament. Notre tempérament, notre système de croyances et de valeurs. Est-ce que je suis quelqu'un de plutôt optimiste, positif, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi. Donc, bien sûr que ces facteurs individuels vont influencer comment je vais réagir, mon fonctionnement affectif face à des événements externes. Voilà. Donc, ces événements externes, c'est quoi? C'est l'exposition et les expériences sociales. Exposition et expérience sociale, ben ça va se construire tout au long, bien sûr, de ma vie, tout au long des process de mon enfance, de mon adolescence, parce que plus je suis exposée aux pairs, à mes pairs, aux autres, plus j'apprends de mon fonctionnement affectif et plus je suis en lien avec les émotions. On peut passer du coup à la slide, la dernière, je crois. Voilà, donc enseigner. Enseigner quoi? Enseigner, ça veut dire soutenir aussi. Ça veut dire aider l'enfant à trouver
les réponses. Donc, on peut travailler. Alors, c'est très succinct. Ce que j'ai mis, c'est pareil, c'est pas une liste exhaustive. Donc, les 8 compétences émotionnelles. Ces 8 compétences émotionnelles, on en a déjà parlé un petit peu sur le schéma du façonnement de la réponse émotionnelle. Donc, c'est savoir donner de la valeur émotionnelle à une situation, par exemple, savoir reconnaître les ressentis et l'émotion qui est liée, savoir reconnaître les émotions et les ressentis chez l'autre, avec qui je suis en train d'échanger, ou même pas, enfin chez l'autre, tout simplement aussi. On peut reconnaître les ressentis de quelqu'un, même de loin, en tout cas, se faire une idée de ce qu'il ressent. D'utiliser un vocabulaire le plus riche possible. Plus le vocabulaire va être riche et plus ça sera facile, effectivement, d'exprimer ses émotions et donc de les réguler. C'est aussi savoir faire preuve d'empathie, d'avoir des réactions adaptées. Bref, en tout cas, il y a ces compétences-là à travailler par niveau, mais ça peut être aussi, comment dirais-je, selon la priorité et le besoin de l'enfant. Voilà. Enseigner quoi d'autre? À distinguer les émotions, les pensées et les comportements. Parce que ce que je pense, c'est différent de mes émotions et c'est différent de ce que je fais. Ça, c'est important chez l'enfant, de lui permettre d'avoir de la clarté sur ces choses-là. On va ensuite, comme j'ai dit, fabriquer une espèce de boîte à outils, des outils physiques, des outils sociaux, des outils de la pensée pour mieux gérer, mieux réguler ses émotions. Ça rappelle un petit peu ce que j'avais noté de discours interne, mémoire à long terme aussi, dans le façonnement de la réponse. Et puis là, je voulais vous présenter par exemple un des outils, mais important de parler aux enfants du fait que les émotions sont contagieuses. Les émotions sont contagieuses, les positives comme les négatives. Donc, là, il y a un outil qui s'appelle le cercle vertueux des émotions. Par exemple, voilà, super Sarah, merci beaucoup. Le cercle vertueux des émotions, où on a une situation. Cette situation, effectivement, peut me donner une émotion, peut être couplée avec des pensées. Quand j'ai tout ça, ben, ça peut donner lieu à des comportements. Souvent, c'est ce qui se passe, hein, ça donne lieu à des comportements, mais aussi à qu'est-ce qui se passe chez l'autre, les conséquences. Et ça, c'est très important. On parle beaucoup de cercle vicieux, c'est-à-dire la colère qui contamine les autres, etc. Donc, oui, bien sûr qu'il faut en parler, oui, c'est important. Mais moi, j'avais envie de vous présenter quelque chose de positif, le cercle vertueux. Ça, c'est un outil sur lequel on va pouvoir s'appuyer avec une photo de situation, par exemple. Je m'excuse, avec une photo de situation, par exemple, de savoir qu'est-ce que tu as pensé de cette situation, quelles étaient les émotions, quel comportement tu as eu et les conséquences. Exemple, j'avais pris la photo du sapin de Noël sur le Facebook Live, mais tout le monde ne pouvait pas m'entendre. Donc, je prends la photo du sapin de Noël avec les enfants qui ouvrent les cadeaux au pied du sapin. Qu'est-ce qu'on pense? L'émotion, c'est la joie, c'est la gaieté. On pense qu'on est heureux, c'est super. Le Père Noël m'a gâté. Le comportement, j'ai un sourire, je saute de joie, je rigole. La conséquence, papa rigole, maman rigole, les frères et sœurs rigolent, papy, mamie. Donc, on est dans un cercle vertueux des émotions. Voilà un genre d'outil qui, pour illustrer un petit peu aussi comment enseigner. Après, en répondant aux réponses, ben, je vais vous en amener d'autres. C'est le but aussi aujourd'hui. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des diapos. Voilà, super Virginie pour cette cadre théorique qui pose bien les choses. Et si vous êtes d'accord, on peut passer au temps des questions-réponses. Oui, Super. On avait compilé parce qu'on a reçu beaucoup. Donc, merci à tous de cet intérêt, de cette participation qui nous a touchés. J'avais plus de 450 commentaires, beaucoup de messages privés. Donc c'était super. Et donc, du coup, on va essayer de répondre au maximum des questions. Donc, on va commencer par une question d'Andrea qui voulait, Virginie, si vous puissiez un peu l'orienter. En fait, son fils change de domicile parce qu'il est en garde alternée et il vit très, très mal la séparation avec sa maman.
Donc, du coup, comment l'expliquer cette émotion, quel type d'outils on peut utiliser pour soulager voilà, cette situation des changements et des mauvaises séparations, des difficultés à la séparation. Oui, merci Sarah. Alors, c'est une question qui est très intéressante. On n'a pas de détails si cet enfant, voilà, il a un besoin particulier, un besoin spécifique ou pas, mais peu importe. Pour un enfant tout petit aussi, c'est très pertinent. La première chose qui serait intéressante à mettre en place, ça serait une structuration visuelle. Par exemple, comme un petit calendrier. Si c'est la garde alternée, bah, c'est une semaine, très probablement. Donc, un petit calendrier du lundi au dimanche, par exemple, à individualiser hein, selon les besoins de la famille, pour que l'enfant, il ait quand même un repère visuel sur les jours qui passent. À la fin de la journée, on peut faire une petite croix avec la photo de maman à la fin. Donc là, j'ai cru comprendre que c'était maman qui, du coup, laissait son petit garçon chez papa. Donc, papa, il ait cet outil visuel pour qu'on compte les jours de quand maman va revenir. Ça, c'est hyper important déjà qu'il y ait ce visuel. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il n'a pas jusqu'à un certain âge la notion du temps qui passe. Les mots aujourd'hui, demain, c'est vraiment vague pour lui, très très vague. Si on ajoute par-dessus, je ne sais pas pour cet enfant, hein, mais si on ajoute par-dessus que c'est un enfant avec trouble du spectre autistique ou un enfant qui a une dysphasie ou une dyscalculie, ce sont des enfants qui ont une notion du temps très 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 euh, très dysfonctionnante. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Ils ont une notion du temps dysfonctionnante. C'est pas facile pour eux du tout de se repérer. Donc peut-être que ce petit garçon, quand il va avec son papa, alors la tristesse est aussi une émotion normale, on verra, je vais proposer un autre outil pour répondre à ça, mais je commencerai par la structuration visuelle pour déjà rassurer cet enfant que les jours vont passer et qu'il va retrouver sa maman, avec une photo de la maman à la fin de la semaine. Ça me paraît vraiment très important, cette structuration visuelle. Et puis ensuite, on pourrait passer par un autre outil. Je ne sais pas s'il est verbal ou non verbal, en tout cas, elle parle de tristesse. On pourrait utiliser vraiment peut-être Animate dans cet environnement-là. Alors, on ferait comme ça, par exemple, l'idée, c'est vraiment de l'utiliser dans l'environnement. Que la maman, elle puisse, j'en ai pour quelques secondes, OK, de juste pouvoir prendre ce que j'ai besoin comme matériel, voilà, qu'elle puisse, que l'enfant puisse aussi s'exprimer, lui, avec du visuel. Si jamais au niveau vocabulaire, les petits, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire pour exprimer la tristesse. Hein. Donc, OK, regarde, tu es triste aujourd'hui parce que tu es obligé de laisser maman. Voilà, tu es content, tu vas voir papa, mais tu es triste de laisser maman. On met le support visuel à côté ou au-dessus, peu importe, quelque part, pour montrer, regarde, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ici, maman, elle revient. Et toi, tu ne seras plus triste. Tu vas être content. Que l'enfant puisse identifier, pardon, hop, c'est dans l'autre sens. Que l'enfant puisse identifier que par rapport en lien avec le support visuel, tel jour, il sera de nouveau content parce qu'il va retrouver maman. Voilà. J'espère avoir donné quelques outils pour cette maman. En tout cas, rien n'empêche qu'il y ait un travail plus approfondi qui soit fait en dehors de ce moment-là pour que l'enfant puisse avoir plus de vocabulaire, qu'il puisse avoir plus d'outils pour comprendre le temps qui passe, de manière à moins appréhender cette séparation et à toujours être convaincu qu'il va retrouver sa maman à la fin de la semaine. Voilà. Merci Virginie. Il y a une autre question de Charles Louis qui nous demande si vous seriez de livres sur la gestion des émotions à conseiller pour les enfants non-verbaux avec déficience cognitive. Je ne sais pas si vous savez de la littérature ou des livres à recommander. Oui, oui, oui. Alors, il faut essayer. Alors, tout est très large, j'ai envie de dire, parce que la déficience, c'est un concept qui est assez particulier dans le sens où on a quelques outils psychométriques hein, qui permettent d'évaluer ou non la déficience, qui n'est pas forcément adapté, par exemple, je pense aux enfants avec TSA. Mais voilà, admettons, on va valider cette déficience intellectuelle, elle est là, ok, et un enfant qui est non-verbal. Donc, je pense qu'il faut essayer différents types de livres et de voir est-ce que
on n'a pas l'âge de l'enfant non plus, ça aurait été intéressant qu'on ait l'âge de l'enfant, Mm. et surtout de savoir où il en est dans son développement affectif, qu'est-ce qu'il a déjà comme prérequis, comme compétences. Ça vaudrait le coup d'une petite évaluation pour le coup. Mais alors, je vais présenter quelques livres sans savoir si vraiment cet enfant, ça va répondre à 100% à ses besoins. Parce qu'on n'a pas beaucoup de données pour Oui, il cet manque enfant. des informations, oui. Oui, voilà. Maintenant, il y a beaucoup de livres pour parler de la gestion des émotions. Il y a cette série-là, La couleur des émotions, avec le monstre des couleurs, par exemple. Je suis désolée. Hein. Mm. Non, Et non, puis, c'est très bien. il y a le loup aussi. Je l'ai pas ici, mais il existe la même chose. Le loup qui voulait changer de couleur, je crois. En tout cas, Oui, il y a oui, oui. plusieurs livres qui permettent effectivement aux tout petits. Alors, un enfant qui aurait 15 ans et une déficience intellectuelle, ça pourrait très bien lui convenir, par exemple. Et donc, cet album permet, qui part d'un, voilà, le monstre, il se réveille, il n'est pas bien parce qu'il est tout mélangé dans ses émotions. Et donc, voilà, il va, avec l'aide d'une petite fille, classer ses émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Il va les classer. Et moi, j'invite vraiment les parents d'enfants qui ont une déficience et qui sont non-verbaux, donc non seulement à passer par le visuel, mais aussi à passer par la manipulation. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut donner à cet enfant un outil de communication, hein, que ce soit le PEX, la langue des signes, des outils visuels. Il faut qu'il puisse exprimer déjà ses besoins primaires. Voilà, ça peut être même juste si c'est voilà, j'ai besoin de faire pipi. La communication, il faut qu'il y ait un moyen de communication chez un enfant non verbal. Ça, c'est une priorité. Les émotions, oui, c'est important, mais la priorité, c'est quand même de mettre en place un moyen de communication. Voilà. Mhm. Samira nous demande avec quel outil peut-on commencer à parler des émotions avec un tout petit enfant? Donc, j'imagine que c'est un enfant qui a moins de 3 ans. Voilà, les premiers outils. Ben, des petites histoires, des petits livres, effectivement, Animate, avec voilà, là, que j'ai montré tout à l'heure, avec les petits visages, d'être content, d'être pas content. Je pense que le mieux, c'est vraiment de le présenter dans l'environnement. Non, si c'est un tout petit qui n'a pas de besoin spécifique d'apprentissage, les émotions sont quelque chose qui va se construire d'une manière implicite, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mhm. Et il avait une autre question. Je les regroupe parce qu'il a du sens, qui demandait s'il avait il avait une priorisation, une hiérarchisation dans l'apprentissage des émotions. Il faut présenter d'abord certaines et après d'autres ou pas? Alors, habituellement, on commence effectivement par les émotions primaires. La tristesse, la peur, la colère, la joie, le dégoût. Ces émotions primaires, ensuite les émotions secondaires, les émotions self-réflexives. Secondaire, l'amour, par exemple, self-réflexif, pardon, la fierté, la honte. Mais il faut toujours s'adapter aux besoins de l'enfant. Si l'enfant, il rentre et il a été très honteux parce qu'il est tombé, par exemple, dans la cour, devant les copains, tout le monde a rigolé, bien là, il expérimente la honte et on voit que ça va pas, qu'il a besoin d'aide sur cette émotion-là. C'est important de faire la honte, même si c'est une émotion self-réflexive, donc de troisième niveau, j'aurais envie de dire, tant pis, soyons cohérents. Dans la prise en charge d'un enfant, dans l'accompagnement, il y a un mot d'ordre aussi, c'est la cohérence. Oui, il faut faire les choses, mais avec bon sens. Et si l'émotion qui vient, elle est là, elle est prioritaire, alors on va gérer cette émotion-là de manière prioritaire. Super. Je rebondis sur la question d'Amandine qui dit quel outil physique peut être utilisé. Vous avez présenté certains outils physiques, donc je ne sais pas si vous pouvez me donner Oui, des... alors oui. Donc les outils physiques, en fait, on va construire cette boîte à outils. Je disais donc les outils physiques, c'est des outils qui vont être du style la respiration. Tu respires très fort 3 fois, par exemple. Alors, en comptant sur ses doigts, ça peut être souffler les bougies.
voilà, quand on sent une émotion venir, que ça, c'est des outils physiques. Ça peut être aussi aller sauter sur le trampoline, monter dans sa chambre et se rouler dans sa couverture. Ça peut être fermer les yeux et puis boucher ses oreilles un moment, se mettre dans le calme. Toutes ces choses-là sont des outils physiques. Physique veut dire que ce sont des outils du corps, en fait, qu'on va utiliser. Et moi, j'invite aussi beaucoup les parents. J'ai deux, voilà, j'invite aussi beaucoup dans la gestion des émotions, travailler pour les enfants qui le peuvent et avec les parents aussi qui sont preneurs de ça, sur la méditation. Comme par exemple, hop là, calme et attentif comme une grenouille. Voilà, vous avez le CD qui est avec. Moi, j'utilise beaucoup un cœur sage et tranquille. Je suis désolée, je vois qu'on ne voit pas très bien. Un cœur Ah, on sage et voit. tranquille. Voilà. Ce sont des livres qui aident beaucoup l'enfant à se poser un petit moment pour avoir les ressentis, prendre le temps de sentir son cœur battre, prendre le temps de sentir sa respiration, parce que tout ça, c'est des appuis forts pour mettre en place des outils physiques qui soient efficaces. Voilà. Super. Après, il y On en a continue. d'autres, hein, j'illustre rapidement. Non, mais c'est super. Je continue avec une question de Morgane qui nous dit, est-ce que ce serait possible de voir des conseils de Virginie pour réussir à aider mon enfant à gérer ses émotions parce que en fait, il monte très très rapidement en colère, c'est crisp, crie, il peut même devenir violent. Nous avons énormément de difficultés avec concrètement notre petit dernier qui a 6 ans et qui est hyper émotif des manières démesurées. Donc, à la maison, il utilise déjà la roue des émotions. C'est un outil qu'on vend aussi sur notre site toys.fr. Ok, très, très bien, De faire oui. la corrélation sur les besoins, mon état, l'émotion et quelques outils. Elle utilise déjà le livre Mes émotions des Gaston la licorne. Donc, elle a déjà certains. Elle souhaiterait voilà, voir un peu plus des conseils. Elle dit également que son petit est actuellement en cours de diagnostic, mais que voilà, qu'aussi vous pouvez donner quelques outils ou quelques pistes. Oui, oui, alors c'est super, cette maman a commencé à s'outiller, et elle a pris des choses qui vont bien. Alors, je pense que déjà, il faudrait faire des observations directes, c'est-à-dire, là, elle parle de situations au pluriel, apparemment, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Maintenant, il faudrait quand même faire la part des choses entre quelles sont les situations problèmes qui amènent ces comportements. Parce que quand elle parle de violence, on n'est pas seulement dans l'émotion. Oui, il y a l'émotion, mais il y a aussi le comportement qui est là, hein, d'accord. Donc, on est un petit peu à cheval là, sur la gestion des troubles de comportement. Mais je vais répondre à cette question parce que c'est très intéressant, effectivement. Déjà, il faut identifier les situations de problème. Et quand je dis les identifier, on les note, on les écrit. Voilà, le jour, la date, l'heure, où ça s'est passé et pourquoi, qu'est-ce qui semble avoir enclenché la situation de problème. Ces observations directes, elles sont importantes parce qu'elles vont permettre effectivement déjà de voir est-ce qu'il y a des choses régulièrement qui viennent et donc peut-être de faire lumière sur ah ben c'est la frustration qu'il a du mal à gérer ou alors ben tiens comme par hasard c'est quand papa rentre du travail que la crise elle se déclenche plus. Je fais des hypothèses, hein, je dis pas que c'est ça pour la maman. Je dis juste que faire apparaître des régularités permet d'avoir de la clarté sur la situation. Ensuite, pour compléter les outils qu'elle a pris, cette maman, moi, je ferais vraiment des photos de la situation qui pose problème. Mhm. On peut, la photo vraiment de l'enfant en train de criser, de sauter sur le canapé ou de lancer quelque chose, si on peut. Alors, on n'a pas toujours l'appareil photo sous la main, mais aujourd'hui, le téléphone, on l'a dans la poche. Alors, voilà, on arrive à être réactif, mais avec l'entraînement, ça, c'est possible. Et en tout cas, bref, on identifie, on photographie ces situations de problème, et puis ensuite, on fait un travail dans des moments calmes, dans des moments où on a du temps avec son enfant, où on reparle de cette situation, toujours avec le support visuel, de la photo. Tu te rappelles dans cette situation, etc. Quels sont tes ressentis? Identifier le ressenti, c'est la colère. Et donner ces outils physiques, par exemple, donner des outils de la pensée. Quand tu as les ressentis qui viennent, voilà, je te donne des outils pour t'aider à réguler ton émotion. Donc, ça peut être de respirer fort, comme on a dit, les outils physiques, on les a dit. Les outils de la pensée, ferme tes yeux, pense à des moments très positifs. Qu'est-ce que tu as adoré faire? Par exemple, la chose qui t'a rendu le plus heureux là ces derniers temps.
le petit garçon, voilà, son fils va forcément lui répondre quelque chose. Ah, maman, j'étais le plus heureux quand on est allé se baigner avec papy, mamie, ou quand on est parti en vacances. Bien, et ben on fait un journal du bonheur avec tous ces moments positifs. Et ça, c'est un autre outil de la pensée. Que dire à l'enfant quand tu sens la colère qui monte, respire fort et essaye de penser dans ta tête à toutes ces images, ces moments positifs qu'on a fait dans ton journal du bonheur pour essayer de faire remonter des émotions positives et chasser cette colère. Voilà, ça peut être encore d'autres stratégies. Construire une boîte à outils, voilà, tout simplement. Alors, Super. je fais un aparté parce que je voudrais quand même euh, présenter aussi celui-ci de Tony Attwood. Il en existe plusieurs. Je m'excuse, je suis désolée parce que la lumière, voilà, explorer, Explorer les sentiments. voilà. Thérapie cognitive comportementale. Donc celui-là, il est pour la colère, mais il en existe aussi pour la tristesse, bien entendu, pour les autres émotions de Tony Attwood. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, même juste quand on est parent, on peut comprendre. C'est bien expliqué, effectivement, comment ça fonctionne dans la tête des enfants, comment se construisent les émotions. Et il y a des petits ateliers à mettre en place avec une corde, des photos, des choses qu'on fabrique soi-même, voilà, et qui permettent de construire cette boîte à outils. Il en parle très spécifiquement ici, hein, les outils de la pensée, les outils physiques et les outils sociaux. C'est pas moi qui les invente, ce sont plein de spécialistes en thérapie cognitive comportementale. Et nous, ce sont nos outils de base pour construire quelque chose, parce que c'est important d'individualiser avec les intérêts de l'enfant. Voilà. Super. Voilà. Merci Virginie. De rien. Donc, j'ai continué avec une autre question d'Émilie qui dit que c'est difficile pour ces enfants des 5 et 9 ans d'identifier leurs ressentis ou leurs pensées face à la colère, et spécialement quand ils ne sont pas à l'instant en contact avec l'émotion. Donc, comment les aider? Parce qu'une fois que l'émotion est passée, c'est difficile de rentrer et de faire cette identification. Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est encore là aussi, pourquoi pas, si on peut passer par la photo. Alors, quand c'est pas possible de passer par la photo, parce que, voilà, comme la maman d'avant, d'ailleurs, voilà, prendre la photo sur le coup est pas toujours évident. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à passer par le dessin et à redessiner la situation. Alors, quand je dis dessin, je pense plutôt schéma, des scénarios sociaux, par exemple, hein, où on va refaire des petits personnages, une petite tête, un rond, de bras, de jambes, et puis on remet en contexte la situation afin de pouvoir reparler des ressentis qui étaient vraiment là spécifiques pendant cette situation. Et puis, dans l'environnement, si c'est possible, avoir dans sa poche un ou deux pictos. Donc, que cette maman, elle identifie bien. Il y a des choses qui doivent revenir quand même, hein. On connaît bien nos enfants et on finit par savoir, oh là là, là, c'est une situation, ça pourrait dégénérer. Donc, rien n'empêche, si l'enfant il a accès au picto, donc ça peut être picto, ça c'est image. Je fais bien la différence aussi entre les deux, image et photo, c'est quand vraiment c'est la photo de la personne. On peut s'en glisser deux ou trois dans la poche, que ce soit celle-ci ou d'autres, hein, voilà. Moi, je travaille avec cela, mais on peut glisser quelque chose dans la poche ou sur un porte-clés, les avoir pour pouvoir les sortir là tout de suite à l'instant et de mettre en lien avec la situation. Quand il y a ce décalage, et c'est souvent le cas, hein, on est toujours en décalage, mais on essaye d'anticiper le mieux et quand on a des outils sur soi, quelques-uns, ça peut aider aussi. Voilà. Super. Donc, du coup, c'est un peu en ligne avec la suivante question de Meg qui dit, si avez-vous des outils pour que l'enfant puisse gérer les émotions par eux-mêmes? Par exemple, elle disait en cas de conflit pour qu'ils puissent les gérer eux-mêmes. Je pense Oui, que... oui, alors, en cas de conflit, pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes. Alors, c'est souvent le cas, par exemple, dans la cour de récréation. Voilà, donc, dans ces cas-là, c'est pareil, on parle de la gestion des émotions qui est complètement liée, imbriquée avec les habiletés sociales. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et donc, en cas de conflit, on est face à un manque d'outils dans ces habiletés sociales.
Et c'est ça qui donne l'émotion. Parce que quand on a des outils qui sont cohérents et efficaces pour répondre au conflit, souvent l'émotion, on la régule beaucoup plus facilement. L'émotion, c'est quand on est débordé par ce qui se passe et qu'on n'arrive pas à, qu'on n'a pas les armes. Qui dit conflit, dit quand même qu'effectivement, il faut pouvoir argumenter. Alors, est-ce que c'est un problème de vocabulaire? Est-ce que c'est Alors là, on revient sur le scénario social. Car moi, j'invite vraiment les parents, les professionnels à aller faire des recherches sur Carol Gray, qui a créé ces scénarios sociaux, qui a créé ce concept. Je crois que je vous avais fait passer quelques images, Sarah, sur des situations de scénarios sociaux ou de conflits. Oui, je vous les montre. Oui, voilà. Voilà, par exemple, alors celui-là, il est bien, il montre. Là, c'est deux enfants qui se disputaient beaucoup parce que il y a un des deux enfants qui se démange, qui s'est gratté la peau. C'est pas grand-chose. Donc, il se gratte la peau et l'autre à côté ne supporte pas d'entendre le bruit de gratte la peau. Et au lieu de lui exprimer cette sensation, cette émotion désagréable, hein, voilà, eh bien, il l'a tapé. Donc, la violence physique était une réponse à quelque chose qui l'insupportait. Donc, sur le coup, impossible de faire une photo. Sur le coup, impossible d'avoir un outil tout de suite parce que ça s'est passé là tellement vite sur le canapé, on ne peut pas réagir. Donc, on reprend la situation après, on redessine les petits bonhommes, vous voyez, vite fait. Et puis là, on explique. Là, vous voyez le petit bonhomme rouge, il a du bleu dans son corps, il a un petit zigzag bleu. C'est pour expliquer qu'il y avait un ressenti désagréable, quelque chose qui fait que quand le petit bonhomme orange, il se gratte, le petit bonhomme rouge, à l'intérieur de lui, c'est pas OK, c'est insupportable. Mais donc, il peut faire quoi? On donne une solution et on fait une petite bulle. S'il te plaît, arrête, ça me dérange. De montrer qu'on peut exprimer les choses aussi. Si on arrive à avoir les mots, ça peut être juste arrête, arrête, stop, j'aime pas. Et puis dire, OK, je m'arrête et donc c'est fini. Ou non, je peux pas parce que c'est une piqûre de moustique et ça gratte trop. La solution, ça peut être partir. Ça aurait pu être mettre en place des outils physiques. Ça aurait pu être appeler maman ou appeler papa, aller chercher de l'aide auprès de l'adulte. Voilà un peu des scénarios pardon, sociaux très simplifiés qui permettent de revenir sur une situation qui a été conflictuelle, parler des ressentis. On aurait pu mettre l'émotion de la colère. Ici, pour le coup, voilà, on a parlé juste des ressentis que au niveau du corps, ça gênait dans le corps et de la solution. Alors, pour un enfant non verbal, j'aimerais bien apporter, même si la question n'est pas là, pour un enfant non verbal, voilà encore l'illustration que c'est important d'avoir un outil de communication, qu'il ait un panneau stop quelque part, le PEX ou quelque chose, une tablette, Nikitalk par exemple, mais qui ait un moyen de communication pour qu'il puisse dire à l'autre en fait, arrête, j'aime pas quand tu te grattes, mais juste ou peut-être voilà, stop. Ça c'est déjà bien, voilà. Ouais, vous avez anticipé ma question parce qu'effectivement, j'allais vous poser cette question sur les non-verbaux, donc c'est parfait. Et est-ce qu'il a Voilà. des spécificités ou particularités? Bon, voilà. Est-ce qu'il a des particularités ou spécificités pour les enfants TSA, c'est-à-dire avec des troubles spectre autistique? Bon, Oui, je sais bien entendu. est très large, hein, mais Oui, oui, bien entendu, les enfants qui sont dans les troubles du spectre autistique ont de très nombreuses euh, ont de très nombreux défis, j'ai envie de dire, hein, voilà, par lesquels ils doivent passer pour gérer les émotions et pour mieux gérer les habiletés sociales. Donc, on va revenir juste sur les émotions. D'abord, les particularités sensorielles. Je les avais évoquées un petit peu au début sur les quelques slides que j'ai présentés. Ces enfants-là, ils ont un monde perceptif très particulier qui oscille entre l'hyper et l'hyposensibilité. Ça peut varier d'un moment à l'autre de la journée, d'un jour à l'autre. Il y a tous les sens aussi, hein, voilà, qui sont spécifiquement, comment dirais-je, je voudrais pas dire atteints, mais tous les sens qui sont quelque part atypiques. Il y a aussi le défaut de transmodalité. Ça, c'est quelque chose de très important. Donna Williams en parle très bien dans le livre de Olga Bogdachina, que je n'ai pas là sous la main.
mais que je conseille en tout cas beaucoup aux parents, aux professionnels, questions sensorielles dans l'autisme de haut niveau, le syndrome d'Asperger, parce que ces particularités perceptives font que forcément, ils ne vont pas pouvoir, les ressentis qu'ils ont doivent vraiment être identifiés tels que eux ils les ont pour faire le lien avec les émotions. Ensuite, au niveau, on a dit que dans les compétences émotionnelles, il y avait être capable de comprendre les émotions de l'autre. Il y a plusieurs études qui montrent effectivement que les enfants avec TSA ont une tendance à se focaliser plutôt sur la bouche, et pas que les enfants, ados, adultes, ok. Adultes, ils arrivent à développer pour certains des stratégies, mais en fait, ils se concentrent plus voilà, en haut, mais après, souvent, ils arrivent même plus à vous écouter. Ils sont tellement concentrés pour vous regarder dans les yeux qu'en fait, ils vous écoutent plus, ils vous entendent plus. Alors, il faut trouver aussi la juste dose. À nous, entre guillemets, neurotypiques, de nous adapter et d'accepter que la personne ne nous regarde pas dans les yeux. Finalement, c'est pas grave. Voilà. Vaut mieux qu'ils comprennent et qu'il y ait un échange par rapport à ce qu'on dit. Donc, bref, je ferme cette parenthèse. Les enfants TSA, ils ont aussi cette difficulté à faire, il y a la cohérence centrale encore, c'est-à-dire toutes les parties du visage, les mimiques faciales qui sont tellement importantes dans la compréhension des émotions de l'autre. C'est un vrai puzzle pour eux. Il y a besoin que ça se remette en place. Du coup, c'était pas. Donna Williams en parle. Oui, je crois que pour la citer, elle dit je ne voyais pas un nez, je ne voyais pas un visage, je voyais un nez, des yeux, un front avant de voir un visage. Et puis bon, pas qu'elle d'ailleurs. Voilà, donc il y a d'autres spécificités aussi, c'est-à-dire le vocabulaire. J'en ai parlé plusieurs fois. Les enfants TSA, même les enfants TSA haut niveau, peuvent manquer de vocabulaire pour exprimer leurs émotions et les intensités des émotions liées aux situations. Il y a une autre petite image que je vous avais passée, je crois, Sarah, là où on a classé justement les smileys par intensité et qu'on a mis les situations sociales dessous, intensité des émotions en lien avec des situations sociales, ou plutôt des contextes, en lien avec des contextes. Parce que ça, c'est aussi un travail qui est important à faire. Bon, si jamais vous ne la retrouvez pas, c'est pas très grave, on pourra regarder à la fin éventuellement. Ouais, Mais en tout ça cas, mouline. il n'y a pas de souci. Après, ils ont d'autres difficultés aussi. C'est des Celui-là? difficultés d'adaptation. Oui, c'est celui-là. Donc, pendant qu'il s'ouvre, je parle aussi des difficultés d'adaptation, la flexibilité, être capable de s'adapter rapidement des gens avec différentes émotions. Donc, voilà, ça, c'est un outil donc on avait classé avec les petits pictos animate du moins stressant au plus stressant. Ça peut marcher pour la colère avec ces pictos-là aussi. Donc là, le but était d'identifier pour un enfant TSA, justement, quelles étaient les situations, c'était des situations scolaires spécifiquement, qui le mettaient en difficulté sur le plan du stress. Voilà. Et donc, vous voyez, il avait clairement pu dire qu'il y avait des situations qui ne le dérangeaient pas du tout. Il y a des étiquettes, son petit bonhomme qui est bien. Et puis des situations qui le dérangeaient, où il était à la limite d'être très mal, d'être à 10 sur 10, d'être au bout. Donc, identifier ces situations et les mettre en lien avec le degré d'intensité de l'émotion, c'est important. Pourquoi? Parce que quand l'enfant va se retrouver dans la situation, il sait déjà qu'au niveau du stress, il est haut dans son stress. On l'a aidé à identifier le contexte. On l'a aidé à identifier l'émotion et l'intensité de l'émotion qu'il y a avec ce contexte. Donc, il va gagner du temps pour déjà mettre en place des outils pour l'aider. Avant de rentrer, par exemple, dans la classe, je ne sais pas moi, de français, je donne ça par hasard, tout. Voilà, je ne vise pas du tout les professeurs de français, mais avant de rentrer dans la classe de français, on a identifié que c'était un moment très stressant pour lui. Eh bien, au lieu de devoir déclencher l'outil de régulation quand il est déjà très en stress, en train de transpirer, etc., il va déjà commencer à se dire, avant de rentrer dans la classe, j'inspire fort, je respire fort, je me dis dans ma tête,
ça va bien se passer, je pense à des choses positives sur ma prof de français, sur mes copains de classe, par exemple, ou d'autres choses positives. Il y avait l'outil aussi sur les ressentis du corps, où on a la photo du petit garçon qui est de face et qui est de dos, qu'on avait pu faire avec lui, qui avait permis d'aller jusqu'à ce travail-là d'ailleurs. Hein. On construit par étapes. C'est vraiment une co-construction avec l'enfant. C'est pas des outils qui sont tout faits. C'est des outils systématiquement que on a à notre base, dans notre mallette, dans notre valise, et qu'on va adapter à l'enfant. Donc là, pour le coup, le petit garçon, lui, on l'avait pris en photo et on avait pu identifier quels étaient les ressentis du stress. Mais on avait dû l'aider. Et c'est pareil, il y a d'autres livres. Oui, voilà, merci beaucoup, Sarah. C'est celle-ci. Donc, mon corps me dit quoi quand je stresse? Donc, vous voyez, il avait dit qu'il avait chaud au niveau de la tête, au niveau des mains. Alors, il n'a pas dit ça tout seul. C'est un petit garçon TSA, donc au niveau, il a du vocabulaire, mais de là à être capable, à 10 ans, d'identifier tous les ressentis de son corps, compliqué. Donc, pour ça, on fait des propositions. Il y en a justement dans le livre Explorer les sentiments que je vous ai montré. Et il y a aussi d'autres outils qui sont très bien dans ce livre-là que je voudrais que j'utilise beaucoup dans mon travail, que je voudrais faire voir. Donc, qui est apprendre une question de stratégie. Donc, Pierre-Paul Gagné, entre autres, parce que ici, on parle des fonctions exécutives, et donc dans les fonctions exécutives, on parle de la régulation des émotions. Et il y a des fiches dans le chapitre régulation des émotions qui sont hyper intéressantes. Il y a un CD-ROM, vous pouvez imprimer vos fiches. On peut, à la base de ces fiches, pourquoi pas fabriquer des outils en 3D. Donc, comme avec Animate, par exemple, je crois qu'il y en avait avec des caplas, j'avais fait avec des caplas aussi, pour faire des échelles de la joie, des échelles de la colère. En tout cas, là, il y a aussi tout le travail du vocabulaire qui peut être fait. Il y a une activité, par exemple, qui s'appelle thermotion. Ça veut très bien dire ce que ça veut dire, le thermomètre, des émotions. Voilà. Donc, il y a plein d'outils de base sur lesquels il faut s'appuyer et il faut être créatif, voilà, pour créer de l'outil et individualiser toujours. Super. Merci Virginie De de tous rien. ces conseils, de tous ces outils concrets avec des exemples qui vraiment, c'est très parlant. On a reçu beaucoup, beaucoup de questions. On a déjà dépassé l'heure. Mais voilà, on a essayé de donner le maximum. Et voilà. Donc, c'est pour ça on a refait la session parce qu'on avait eu des problèmes techniques. J'espère que vous allez apprécier et que vous allez bien, voilà, bien apprécier ce temps que Virginie nous a consacré. Virginie Clam, enseignante spécialisée, qui va faire prochainement aussi des formations. J'avais les dates ici. Donc, en fait, c'est bientôt. En fait, c'est le 16 mai. Et le Oui, alors pour le coup, webinaire. pour le coup, celle-ci, elle est complète. Mais voilà, j'ouvre une liste d'attente et il y aura la même session pour le mois de septembre. Voilà, j'ai Ok, fixé la date. super. Voilà, vous n'arrêtez pas. J'ai vu aussi qu'au mois de juillet et août, vous faites 3 jours complets de formation sur les troubles 10, TDAH, en présentiel à Genève, mais aussi en webinaire. Donc voilà. Et aussi pour le mois d'octobre, une formation Animate avec les pictogrammes que vous avez montrés. C'est un outil aussi qui est disponible sur notre site internet, optoys.fr. Mais ça, si tout va bien, sera présentiel en Corse, c'est ça? Oui, 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 si tout va bien, bah, on espère fin octobre. On a pris un peu de marge par sécurité. Oui, fin octobre, donc en Corse, près de Bastia. Et voilà, ça sera spécifiquement sur l'outil Animate. Alors, il y aura pour la gestion des émotions, on en parlera. Et il y aura pour tout ce qui est compétences de vie, d'autonomie, s'habiller par rapport à la météo. Être capable de communiquer sur ses besoins primaires, etc. Voilà, c'est une formation de Super. 8-9 heures à peu près. Super. Bon, merci beaucoup de votre temps, d'avoir joué le jeu, de cette aventure technique aussi. Ça a été un défi.
Donc, merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous sur notre site optoys.fr pour tous les outils. On a créé une sélection de gestion des émotions sur notre site internet. En plus, je pense qu'ils sont en promo toute la semaine, moins 20%. Aussi sur notre blog optoys.fr où vous savez plein des conseils, des outils, un petit onglet de recherche en haut. Vous pouvez taper émotion et vous savez tout l'historique. Des interviews, de tous les outils, des dossiers, voilà, des experts comme Virginie. Et, euh, et voilà, et on va essayer de trouver les temps aussi de vous faire un petit billet récapitulatif avec les outils que Virginie nous a donnés. Le diaporama, il ne sera pas disponible parce que quand même, c'est son savoir-faire et son outil de formation, mais voilà, elle la partage avec nous, donc on a de la chance. Et on va faire un petit récap sur notre billet des blogs. Et aussi rendez-vous sur notre page Facebook des Optoys où vous savez chaque semaine un live des différentes thématiques pour vous donner des outils concrets. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Sarah. Merci infiniment. Et merci à tous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.